Nicolas Pécourt, bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du Crédit Foncier et vous venez de publier une étude très intéressante. C'est une grande enquête comparative sur l'immobilier en France et en Europe. À la surprise générale, votre enquête montre qu'on est plutôt bien loti en France, qu'on dépense plutôt moins que nos voisins pour se loger. On a l'impression pourtant qu'on paye tous très cher notre logement, que c'est de pire en pire. Alors peut-être plusieurs éléments d'explication. La première, c'est que ça dépend de votre statut d'occupation. En France, si vous êtes propriétaire en ayant remboursé un crédit, si vous êtes locataire du secteur privé, le rapport entre les deux, c'est 1 à 3 en termes de coût du logement. Et les locataires dépensent bien plus pour se loger qu'un propriétaire qui a fini de payer, évidemment. Exactement. Et donc ensuite, si vous comparez les pays entre eux, naturellement, les pays où vous avez beaucoup de propriétaires qui ont remboursé leur crédit, c'est des pays où, en moyenne, le taux d'effort est moins important. C'est le cas de la France. C'est le cas de la France, mais c'est le cas aussi de l'Italie, qui est vraiment le bon exemple européen. Et à l'inverse, si vous prenez le cas du Royaume-Uni, des Pays-Bas, vous avez beaucoup de locataires du secteur privé ou des ménages dits accédants, donc qui remboursent un crédit. Dans ces pays, on rembourse son crédit sur des durées de 25 à 30 ans. Mais naturellement, le poids du logement est plus important. Alors, vous donnez une moyenne nationale. En France, en moyenne, les dépenses de logement, c'est 18% du revenu disponible. Mais très vite, vous reconnaissez que c'est une moyenne et qu'en France, il y a une grande spécificité, c'est qu'il y a deux marchés. Il y a la région parisienne, où on est à combien du mètre carré à l'achat, en gros ? Dans la région parisienne, en tout cas à Paris par exemple, on est à 8, 9, voire 10 000 euros du mètre carré. En fait, en réalité, cette étude qui porte sur les 28 pays de l'Union européenne, elle montre une chose, c'est une très forte disparité entre pays qui n'a d'égal que la disparité que l'on observe aussi au niveau national et en particulier en France. Un chiffre, la différence de prix, par exemple, dans l'ancien, entre le département qui est le moins cher, c'est la Creuse, et le département le plus cher qui est à Paris, c'est un rapport de 1 à 10. Et donc, ça vous montre bien la disparité de situation qu'il y a en France, comme en Europe par ailleurs. Mais c'est très inégalitaire, ça, parce que les salaires l'écart de salaire ne va pas de 1 à 10 entre la Creuse et Paris. Le SMIC est le même d'ailleurs. Le SMIC est le même. On vit à Paris 6e ou dans la Creuse. Et donc, du coup, finalement, par rapport à là où on habite, on a un rapport au logement qui est totalement différent. On a effectivement un rapport au logement qui est complètement différent. Alors en fait, on a une situation parisienne qui n'a d'égal que le Grand Londres. Très forte concentration et donc une tension immobilière plus importante et donc des prix immobiliers qui sont plus importants. Ensuite, on a un deuxième cercle qui est celui composé des grandes agglomérations régionales où finalement les prix observés à Lyon, à Marseille, à Lille ou encore à Toulouse sont à peu près équivalents aux prix observés dans les grandes capitales européennes, qu'il s'agisse de Hambourg, de Melun ou encore de... On est à quoi, 3-4 000 euros du mètre carré? De 3-4 000 euros. Et puis après, vous avez le reste du pays. Alors après, vous avez des situations contrastées. Si vous êtes plutôt au sud, vous avez une forte pression démographique. Par exemple, la région Occitanie, c'est la première région en termes d'évolution démographique. Mais naturellement, on va avoir un marché immobilier qui est un peu plus évolutif, un peu plus dynamique. Et puis à l'inverse, dans d'autres régions, ce sera l'inverse. Alors, Nicolas Pécourt, vous nous dites bien qu'il y a deux marchés immobiliers. Il y a la région parisienne, enfin même vous dites trois. Mais pourtant, la politique du gouvernement en matière immobilière, elle est nationale. Même les politiques d'aide au logement, il faudrait construire en région parisienne. Or, est-ce que les aides à la construction sont ciblées sur la région parisienne ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a 40 milliards, effectivement, qui sont portés en aide au logement. D'ailleurs, il y a deux types. Il y a les aides à la pierre et puis il y a l'aide aux occupants, aide dit à la personne. Et puis, non, parce qu'il y a quand même un zonage qui existe. Et pour un certain nombre de dispositions réglementaires, vous n'allez pas avoir le même type d'aide en fonction si vous êtes dans la zone dite A, il y a même du A bis, B1, B2 ou C. Donc, on a aussi des aides différenciées. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un marché immobilier en France comme en Europe qui est très différent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et donc qui peut appeler effectivement des situations et engendrer des situations différentes. Vous donniez le chiffre des aides au logement, 40 milliards d'euros, c'est énorme. Le budget de la justice, c'est 8 milliards. On dépense 5 fois plus en aide au logement que pour le budget de la justice. Ça ne vous choque pas, non ? Pour un résultat, les Français n'ont pas l'impression d'être fantastiquement logés. Cette étude montre quand même que la France est... comparativement par rapport aux autres pays, et encore une fois, il s'agit d'une moyenne et la situation entre une petite ville et Paris n'est absolument pas la même. Mais en tout cas, cette étude a le mérite de montrer que la situation de la France place la France
pour certains critères, plutôt en bonne posture. Alors, ce n'est pas le cas de tous les critères. Par exemple, en matière de taux de propriétaire, la France est au 24e rang sur 28 pays. On est plutôt propriétaire dans les pays d'Europe de l'Est. On est plutôt propriétaire également en Europe du Sud. Alors, c'est assez culturel. Hein. Si vous allez en Italie, en Espagne, être propriétaire, c'est réussir sa vie. Et puis, à l'inverse, dans d'autres pays, on l'est moins. Alors, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas du Royaume-Uni. Mais c'est subi le fait d'être locataire en France, non ? Pas forcément. Les locataires aspirent à la propriété. Non ? Alors effectivement, l'accession à la propriété est une bonne chose. Elle présente un certain nombre d'avantages. Et d'ailleurs, on revient à la première question, puisqu'on voit que quelqu'un qui est propriétaire va avoir un taux d'effort par rapport à son logement lorsqu'il a fini son crédit qui sera moins important. D'accord. Vous disiez, on a plutôt de bons logements en France. En termes d'espace, ils font combien le logement moyen en France? Alors le logement moyen, si on regarde la surface moyenne de l'ordre de 100 mètres carrés, qu'on la ramène par rapport au nombre d'individus, parce que là aussi, on est en Estonie à 3 individus par ménage, et puis en Allemagne, on est à 2, donc forcément la surface... Et nous, on est à 2,3, pile poil la moyenne européenne, mais c'est le cas également de l'Italie ou du Royaume-Uni. Et donc 100 mètres carrés pour 2,3 habitants. Alors ça nous amène sur des moyennes à peu près autour de 44 mètres carrés par habitant. Il y a une autre chose qui est très surprenante dans votre étude, c'est à quel âge est-ce que les enfants quittent le foyer? Alors en France, on est dans la moyenne. Hein, en France, on est dans la moyenne à 24 ans. Moi, ce qui m'a surpris, c'est en Espagne. À quel âge les enfants, les petits Espagnols, quittent papa-maman? C'est à 29 ans. Et en Italie, à 30 ans. Ça, c'est quand même comment se projeter, rentrer dans la vie active quand on est encore chez papa-maman à 30 ans. Alors et même avoir des enfants, je sais pas, avoir une vie de couple, c'est peut-être ce qui explique la faible natalité en Italie, non? Alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique la faible natalité. Par contre, il y a quand même un effet culturel fort, puisque c'est aussi des pays où il y a une forte proportion de propriétaires. Et quelque part, dans ces pays, dans les pays d'Europe du Sud, eh bien, réussir sa vie, c'est devenir propriétaire. Et parfois, ça passe par... on se marie, on attend chez papa et maman quelques années pour se constituer une épargne, et puis on achète. Et c'est aussi un élément d'explication. Le marché immobilier, depuis des années, a été porté, encore que, j'allais dire, la hausse, mais votre étude montre que depuis 2006, les prix en France ne bougent plus dans l'immobilier. Tout à fait. Alors, les prix, pour être honnête, on a appris sur les 10 dernières années, par contre, les prix ont très fortement augmenté en France. Avant de 1998 à 2006-2007. Et donc, c'est vrai qu'en moyenne, sur la période 2006-2015, les prix ont peu évolué. Le marché immobilier, en tous les cas, a une dynamique, puisqu'il reste dynamique. Cette dynamique a été portée par la baisse des taux immobiliers. Oui. On va parler dans quelques instants de Donald Trump. Il y a quelque chose qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump, c'est qu'on a assisté à une remontée des taux partout, enfin aux États-Unis et même en France. Ils sont passés de 0,4 à 0,7. Nicolas Pécourt, vous, le Crédit Foncier, qui est le grand spécialiste de l'immobilier en France, est-ce que ce n'est pas le début de la fin de l'euphorie immobilière? Alors peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est sur le passé, parce qu'il faut quand même le redire. Entre 2008, les taux étaient à 5,10 et octobre 2016, il y a un mois, les taux étaient à 1,33. Un particulier sur 18 ans, pour une même mensualité, emprunte 36% de plus. Et effectivement, Axel, pour se loger. Alors, voilà, emprunte... Non, à la capacité d'emprunter 36% de plus. Et comme vous l'avez souligné, pendant cette période, les prix ont peu évolué. Donc il y a quand même un pouvoir d'achat immobilier qui a augmenté de façon très significative. Et donc la baisse des taux qu'on a connue au cours des dernières années est probablement un des éléments de l'euphorie, en tout cas de la forte évolution des marchés immobiliers qu'on connaît, dans l'ancien comme dans le neuf. Après, pour les taux dans le futur, rendez-vous le 20 janvier par rapport donc à la politique. Il faut vite se dépêcher de renégocier son taux à la baisse si jamais il y en a qui ont des emprunts à 2 ou 3%, avant que les taux ne remontent. Aujourd'hui, de toute façon, les ménages bénéficient de conditions. Donc, ce qui est important quand même d'avoir à l'esprit, c'est que les ménages français, si vous regardez l'ensemble des taux qui sont pratiqués dans les pays européens, les ménages français sont ceux qui ont les taux les moins élevés en Europe. Merci beaucoup Nicolas Pécourt d'être venu commenter votre étude très intéressante, donc directeur de la communication du Crédit Foncier. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donald Trump va-t-il marquer un coup d'arrêt à la politique de lutte contre le réchauffement climatique? Et plus généralement, l'Amérique va-t-elle s'adonner au protectionnisme, à l'isolationnisme, se détourner des affaires du monde? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.